Voilà, donc Monsieur Oniadi, bonjour. Bonjour. Donc bienvenue sur Foi et Raison, cette jeune chaîne de YouTube consacrée à la vulgarisation de la théologie et de la philosophie. Et j'ai vraiment l'honneur de vous accueillir aujourd'hui autour de votre livre Au début et la confiance. Alors vous êtes philosophe et professeur à Lucie Louvain. Vos domaines de recherche sont l'éthique fondamentale, la philosophie de la technique, le trans, le post-humanisme, philosophie sociale, politique, et j'en passe. Alors vous dites dans votre préface que ce n'est pas un livre de circonstances, et vous décriviez déjà en fait, avant la venue de cette pandémie, l'individu comme étant un individu isolé, coupé de sa vie sociale vivante, gérant ses affaires comme un pilote dans son cockpit. On peut peut-être commencer par là. Est-ce que vous voulez commenter cette phrase que vous avez écrite dans votre préface? Oui, bien volontiers. D'ailleurs, merci de m'avoir invité sur cette chaîne. Il faut faire attention. Je ne pense pas que l'individu soit vraiment isolé. C'est une représentation qu'on a en réalité de l'individu, et en particulier, c'est une représentation que le libéralisme philosophique, politique et économique ont de l'individu. C'est-à-dire qu'on a tendance à se représenter l'individu effectivement comme une entité, comme une monade qui est pourvue, qui est dotée de droits et de libertés, et qui doit au fond défendre, qui doit préserver ses droits et libertés. Et ça, évidemment, c'est une représentation qu'on a, c'est donc une construction en quelque sorte qu'on a de l'individu, mais qui s'enracine très très loin dans notre tradition. Donc il faut bien comprendre que toute la culture, si vous voulez, occidentale, et par conséquent la culture mondialisée, repose sur cette représentation qui s'ancre, qui prend ses racines au XIVe siècle déjà, avec ce qu'on appelle la rupture nominaliste, qui était une rupture faite d'ailleurs par des théologiens, philosophes, dans un contexte un peu particulier, le contexte logique et théologique, peu importe, mais qui a mis en avant, c'était les premiers à mettre en avant, cette idée révolutionnaire pour l'époque que l'individu, et plus particulièrement la volonté individuelle, posait ses propres fins. C'était une idée révolutionnaire, parce que jusque-là, dans le monde antique, si vous voulez, on avait la représentation dominante, c'était que l'individu devait s'intégrer à un monde qui, par lui-même, au fond, contenait ses fins et ses finalités naturelles. C'est-à-dire que l'homme devait s'intégrer à un monde où il était naturellement porté vers un certain but qui était de réaliser son excellence, l'excellence humaine, qui est d'utiliser sa raison, puisque, par exemple, les animaux ne sont pas dotés de raison. Donc l'homme est doté de raison, donc à lui d'accomplir cette finalité naturelle et de se rendre excellent, vertueux ou excellent du point de vue de la raison. Bon, donc on n'avait pas du tout l'idée que l'individu pouvait poser ses propres buts et au fond que son bien-être était lié à la réalisation de ses propres buts. Or, cette idée a émergé au XIVe siècle, elle s'est peu à peu infiltrée en fait dans notre culture, du point de vue économique, avec la naissance des marchés au XVe siècle, parce que les marchés sont un jeu, si vous voulez, d'interaction entre des individus qui défendent leurs propres intérêts, et puis qui s'accordent dans une négociation sur ces intérêts. Donc ça, c'est le modèle du marché, qui est un modèle individualiste par nature. Puis, cette idée de l'individualisme a été traduite en morale et politique au XVIIIe siècle, essentiellement, avec les droits de l'homme. Les droits de l'homme sont entièrement construits autour de cette idée d'une volonté individuelle et d'une liberté individuelle. Il y a aussi quelques devoirs, naturellement, à respecter, des droits et des devoirs. Mais voilà, c'est consigné en quelque sorte dans les droits de l'homme. Et puis alors, jusqu'à aujourd'hui, avec tous les mouvements, si vous voulez, individualistes, de réalisation de soi, etc. Et donc, tout ceci pour dire que tout cela, tout cet individualisme, en fait, j'appelle l'individualisme nominaliste, mais peu importe, l'individualisme, en fait, donc repose sur cette représentation de l'individu. Or, je pense très profondément que cette représentation est fausse.
Voilà, elle fonctionne, parce que en fait c'est la nôtre, donc on voit bien que ça marche, en quelque sorte. On peut construire une société comme ça, mais cette société, cette représentation est fausse, parce que en fait l'homme n'est pas une simple volonté souveraine. La volonté n'est pas souveraine, c'est ce que j'essaie de montrer. Oui. Et en fait, la confiance, alors justement, nous y voilà, le modèle de la confiance me semblait être un bon candidat pour justement contrer, contrecarrer, réfuter cette représentation individualiste de l'individu, justement. C'est ça. Puisqu'en fait, vous parlez d'une alors, perte, je ne sais pas si vous parlez vraiment de perte, mais en tout cas d'une socialité originaire qui n'aurait pas été prise en compte quelque part, du moins dans la formalisation de ce nominalisme avec Thomas Hobbes au XVIIe, c'est bien ça? Oui, alors Hobbes, oui, alors donc Hobbes, effectivement, ça c'est quelque chose de très intéressant, parce que Hobbes est le plus grand nominaliste, si vous voulez, politique, et donc il a essayé, lui, de montrer comment on pouvait construire un ordre social, théoriquement, enfin c'est une représentation, c'est une modélisation en fait chez Hobbes, qui se repose sur Galilée, en particulier sur le principe d'inertie de Galilée, mais enfin peu importe ici. Donc lui, il a essayé de montrer qu'on pouvait construire en fait un ordre social à partir d'individus complètement atomisés. D'accord? Et il montre dans une démonstration absolument géniale, hein, qui reste jusqu'à aujourd'hui vraiment un exemple de philosophie rigoureuse et tout à fait admirable de ce point de vue-là. Bah, il montre comment ces individus sont en fait d'étape en étape, si on veut, contraints à passer un contrat social entre eux. Et vous voyez, ça c'est très intéressant parce que, en fait, le contrat social, c'est la solution qu'a donnée la philosophie au problème du nominalisme. Parce que, en fait, à partir du moment où on considère l'individu comme autonome, comme posant lui-même ses propres fins, c'est-à-dire qu'il n'est plus naturellement porté à réaliser une fin qui serait la même pour tous, mais que chacun a une fin individuelle à réaliser, à partir de ce moment-là, bah, se pose le problème de l'ordre social. C'est-à-dire comment est-ce qu'on fait un ordre social, c'est quelque chose qui tienne ensemble, avec des individus dont la volonté part dans tous les sens. Réponse, eh ben, on obtient un ordre social par contrat social, par contrat. C'est le génie de Hobbes d'avoir, au fond, donné ce modèle dans toute sa pureté. Or, ce qu'il y a de fascinant chez Hobbes, c'est que, donc il fait toute cette démonstration extrêmement rigoureuse, etc. Les individus passent leur contrat social, et puis il dit à un moment, c'est une petite phrase, dans une parenthèse, il dit « Car la confiance est le seul lien des pactes ». Ce qui dit bien que, en fait, l'idée, c'est qu'une fois qu'on a conclu un pacte, il faut, pour que ça tienne ensemble, il faut qu'on puisse se faire confiance. Mais le problème, c'est que dans son modèle, il n'y a pas de place pour la confiance. Parce qu'au début, justement, avec une grande rigueur, il part d'un individu strictement nominaliste qui n'a aucune relation à autrui. Au contraire, c'est la guerre de tous contre tous, c'est le seul désir qui fonctionne comme un principe d'inertie, qui se heurte les uns aux autres, c'est la guerre de tous contre tous. Il n'y a pas de place pour la confiance, n'est-ce pas? Et en fait, il doit en quelque sorte avouer, c'est un aveu, si on veut, après coup, que y a la confiance. Oui, il n'y a pas de place pour la confiance. J'en ai tiré comme conclusion de cette espèce de contradiction majeure, au fond, si on veut, dans la construction de Hobbes, j'en ai tiré comme conclusion que la confiance était effectivement un lien élémentaire, un lien fondamental, insubstituable, qu'on ne pouvait pas remplacer par quelque chose d'autre, par le désir, par la raison, etc. etc. On ne pouvait pas le remplacer. C'est quelque chose de fondamental. La preuve, Hobbes lui-même, le plus rigoureux des nominalistes, doit bien avouer que la confiance doit intervenir en fait pour faire tenir la société ensemble. Donc je joue en quelque sorte Hobbes contre lui-même, mais tout ceci pour montrer que la confiance effectivement est un lien élémentaire et que donc, encore une fois, la représentation nominaliste de l'individu, elle est fausse, en tout cas elle est beaucoup trop pauvre, parce qu'elle est incapable de penser la relation. D'une manière générale, je dirais que la philosophie occidentale est très mal équipée pour penser la relation. Elle est très bien équipée pour penser nos états mentaux, pour penser la perception, pour penser la signification du langage, les intentions, etc. Pour ça, pas de problème, elle est championne, si vous voulez,
du nominalisme en quelque sorte, parce que tout ça, c'est une manière, au fond, nominaliste de concevoir l'individu comme un tout autonome et fermé sur lui-même. Donc, la philosophie occidentale est mal équipée pour penser la relation. C'est pourquoi j'ai pensé aussi que la confiance est un bon candidat, en fait, pour penser la relation. Alors venons-en justement à cette confiance, puisque vous dites que la confiance n'est pas liée au calcul du risque, mais bien plutôt à des attentes de comportement. Et vous avez cette citation extraordinaire, « Faire confiance, ce n'est pas calculer les risques, c'est les prendre ». Et je vais vous lancer sur votre propre citation, peut-être pour expliquer à nos téléspectateurs finalement ce qu'est la confiance. Le pari de Pascal, l'achat d'une voiture d'occasion ou la confiance d'un enfant dans la stabilité du sol sont une seule et même confiance, mais déclinées sur des attentes de comportement différentes. Oui, donc ça c'est l'idée centrale, si vous voulez, c'est la théorie de la confiance. Donc une fois que j'ai mis en évidence en fait que la confiance était quelque chose d'absolument élémentaire, oui. Non déductible de quelque chose d'autre, mais qui était là en quelque sorte, eh bien encore faut-il maintenant définir la confiance. Eh bien effectivement je la définis comme pari sur les attentes de comportement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on agit, et être dans le monde, c'est agir dans le monde. Là, on est assis sur une chaise, c'est une action. D'accord? Nous sommes dans le monde, ici, nous habitons le monde assis sur cette chaise, en ce moment, c'est une action. Bon, agir, c'est toujours s'attendre à ce que les choses se comportent d'une certaine manière. Alors les choses, les personnes, tout ce avec quoi on entre en action ou on interagit. Toute action est interaction d'une certaine manière, que ce soit avec les choses, avec les personnes ou avec une institution comme la monnaie ou les institutions juridiques, etc. Et donc, si vous voulez, l'acte de la volonté, n'importe lequel, se brosser les dents, n'est-ce pas? L'acte de la volonté est constitutivement, consubstantiellement, intrinsèquement lié à des attentes de comportement. C'est-à-dire que ma volonté ne peut jamais s'exercer souverainement, justement, comme le veut le nominalisme. La volonté ne peut s'exercer que là où elle peut compter sur certaines attentes de comportement. Là, nous nous attendons à ce que nos chaises nous soutiennent, n'est-ce pas? Et c'est une attente de comportement que nous nourrissons à l'égard de la chaise. Même si on n'y pense pas, parce que là on est en train de discuter de philosophie, donc on ne pense pas forcément en même temps à la solidité de la chaise, et même quand on s'est assis dessus, c'est pas sûr, n'est-ce pas, on n'a pas fait de calcul, on n'y a pas pensé, on le fait naturellement, spontanément, parce que dans notre monde, il est normal que les chaises servent à nous asseoir dessus, si vous voulez. Mais ça c'est très important en réalité, parce que vous voyez, la confiance dans la chaise, c'est pas, si vous voulez, il suffit pas de croire que la chaise ne va pas s'effondrer. Parce qu'une croyance, ça reste dans la tête, c'est mental, si vous voulez. Non, la confiance qu'on a dans la chaise, c'est le fait de s'asseoir dessus. C'est donc une action. La confiance est intrinsèquement liée à l'action. Même quand on n'agit pas, je dirais. Ça veut dire que l'action peut être potentielle. Par exemple, de dire « j'ai confiance en lui, mais bon, il se trouve que je ne vais quand même pas interagir avec lui. » Mais si je dis « j'ai confiance en lui », ça veut dire « j'ai confiance en lui, en fait, pour faire telle et telle action. » Même si je ne la fais pas pour d'autres raisons, n'est-ce pas? Mais le terme de confiance veut dire « j'ai confiance en lui au point que je pourrais entrer en interaction avec lui. » Donc, même si l'action reste potentielle, la confiance est liée à l'action, pas la croyance. Oui. Pas la croyance. La croyance, c'est juste un jugement qu'on peut porter. Je pense qu'il est fiable, par exemple, n'est-ce pas? Mais ça, c'est pas encore la confiance. La confiance, c'est véritablement l'action. Alors, effectivement, ces attentes de comportement sont liées à tous les actes de la volonté et donc à toutes nos actions. Avec le monde environnant, c'est-à-dire marcher sur le sol, ça suppose que j'ai confiance que le sol ne va pas s'effondrer sous mes pas, avec les objets techniques, on a confiance dans son réveil matin, avec les personnes avec lesquelles on est en interaction directe ou pas, quand on croise quelqu'un dans la rue, il y a une certaine confiance, n'est-ce pas? Parce que je m'attends à ce que il ne m'agresse pas, par exemple, quand je le croise. C'est un certain degré de confiance. Quand on attend dans une file de cinéma, voilà, il y a des attentes de comportement très générales qui sont... Pas se faire dépasser, par exemple. Par exemple, très bien.
etc. Donc il y a toute une série d'attentes de comportement, même quand elles ne sont pas conscientes. C'est ça qui oriente notre action. Les attentes de comportement orientent notre action. C'est ça la confiance. Et donc c'est vrai aussi pour les institutions, comme la monnaie, par exemple. La monnaie, c'est une grande institution qui suppose, dont le fonctionnement suppose la confiance, mais aussi, encore une fois, n'importe quelle institution. Donc, Paris sur les attentes de comportement, ça c'est la définition. Maintenant, cette définition se décline selon les différentes attentes. C'est pas la même chose, j'ai pas les mêmes attentes à l'égard de mon réveil matin qu'à l'égard de mon médecin, naturellement. Et puis le pari sur les attentes de comportement, la part de pari, elle est aussi différente. Des fois, enfin la plupart du temps, si vous voulez, on n'y pense pas. Comme être assis sur la chaise, marcher dans la rue, etc. Et puis il y a des situations, quand on passe un contrat, quand on achète une voiture d'occasion, ça c'est l'exemple favori des économistes, etc. Ou alors là, effectivement, je dois un peu calculer les risques, etc. Mais là aussi, faire confiance, c'est pas calculer les risques, et puis le vendeur, la réputation du vendeur, etc. C'est acheter la voiture. C'est ça la confiance. Hein? Sinon, on reste dans le domaine de la croyance. Voilà. Donc là, dans votre livre et dans votre explication ici, vous êtes vraiment très clair, je trouve. Et il y a un mot que je ne connaissais pas, c'était la fiance. Alors, je ne sais pas si ça peut être intéressant de l'évoquer rapidement, parce que je pense que ça permet justement de distinguer une confiance qui est première ou seconde. Puisque la confiance seconde, dans le cas de l'achat d'une voiture, par exemple, il y a quand même un acte de confiance qui est d'acheter la voiture, qui est nécessaire, mais qui vient en second lieu. Alors que la fiance, c'est, si j'ai bien compris votre définition, c'est un peu le cadre fiduciaire qui permet d'entrer en interaction de manière sans même y penser, comme le fait de s'asseoir sur une chaise, sans penser consciemment qu'elle va s'effondrer. Et est-ce que c'est bien ça? Je suis content que vous souligniez ce terme de fiance, parce qu'en général, voilà, on ne le remarque pas. Je le regrette un peu, parce qu'en fait, c'est un mot de l'ancien français, qu'on trouve dans la chanson de Roland, mais après, plus guère, donc c'est vraiment du très très vieux français. Mais en même temps, je trouvais que c'était vraiment voilà, il pouvait servir à exprimer effectivement cette confiance sans conscience. Ouais. C'est ça que je mets dans le mot fiance, c'est qu'il n'y a plus le con de fiance, de confiance. Et donc, justement, c'est une espèce de fiance sans conscience, donc sans y penser. Voilà. Et en fait, ça caractérise notre rapport au monde, parce qu'on n'y pense pas, c'est impossible de toujours penser à tout ce qui pourrait se passer autour de nous, la solidité des murs, le plafond, etc., etc. Donc on est dans ce rapport fiduciaire, hein, fiduciaire c'est l'adjectif qui vient de confiance, on est dans ce rapport fiduciaire au monde. Et justement, comme il y a différents types de rapports, c'est-à-dire qu'il y en a qui sont pas du tout conscients, c'est la fiance, justement, et puis il y en a qui sont plus conscients. Et voilà, on s'élève en réflexivité, comme je le dis, jusqu'au contrat, par exemple, qu'on passe avec quelqu'un. Ben là, évidemment, on réfléchit à tous les termes du contrat, etc. Donc là, il y a une réflexivité très, très haute. On pense à tous les détails, on fait signer par l'autre. Signer un contrat, c'est se mettre d'accord avec quelqu'un sur les attentes de comportement, justement, réciproques, des uns et des autres. On n'y échappe pas. Des uns et des autres. On n'y échappe pas. On n'échappe pas aux attentes de comportement. Vous voyez, c'est ça que le nominalisme a complètement oublié, c'est qu'en fait, on est pris dans un réseau d'attentes de comportement, dont décrire la volonté comme absolument souveraine, etc., c'est une profonde illusion. Donc il faut d'abord, me semble-t-il, il faut partir plutôt de la relation, de ce qui nous relie. Eh bien, ce qui nous relie, c'est la confiance, comme pari sur les attentes de comportement. Une question un peu transversale liée à la foi, ou du moins la confiance qu'on peut avoir en tant que chrétien dans l'Église, hein, puisque la confiance est quand même un élément central dans la communauté religieuse. Vers la fin de votre ouvrage, disons que vous décrivez quand même un état du monde assez pessimiste en termes de confiance, puisque vous parlez de déclin de curiosité, déclin de rationalité, tendance aussi au déclin finalement de la confiance. Oui, je parle d'une baisse tendancielle du taux de confiance, d'une baisse tendancielle du taux de rationalité. Mais ça, c'est dû... donc ça apparaît vraiment dans le cadre d'une analyse du numérique. Oui, c'est ça. Du numérique qui, en fait, sécurise, si vous voulez, notre rapport au monde. Bon, c'est un peu un autre sujet, là, il faudrait expliquer le contexte du numérique, mais qui fait que, justement, globalement, pour le dire vite, la technique remplace l'ensemble de nos relations au monde. C'est-à-dire que j'ai plus relation au monde, par exemple, quand je suis dans le GPS, quand j'utilise un GPS,
Je ne dois plus regarder le paysage, je ne dois plus regarder les panneaux, je ne dois plus demander, encore moins, n'est-ce pas, demander à quelqu'un, je dois savoir programmer mon GPS. D'accord? Donc j'ai une relation à la technique. C'est par la relation à la technique que je peux entrer éventuellement en contact avec le monde, que je peux aller de A à B. Pour moi, c'est la métaphore parfaite de ce que produit en fait le numérique, c'est-à-dire qu'il se place comme intermédiaire entre moi et le monde. C'est une médiation obligée, et c'est de plus en plus le cas dans plus en plus de domaines. Pensez aux opérations bancaires qu'on ne peut plus faire sans cette médiation numérique, le fisc, les inscriptions à l'université, réserver une table, réserver un billet d'avion, un hôtel, ce que vous voulez, tout ça passe par le numérique et cette tendance est de plus en plus grande. Donc le numérique devient une médiation obligée au monde. Et donc, il y a une substitution de la technique à nos relations naturelles. On doit passer par la technique. Et c'est là que je parle. Alors, d'une baisse tendancielle du taux de confiance, parce que ça ne veut pas dire qu'il y a de plus en plus de méfiance. C'est pas ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est qu'on a de moins en moins besoin de confiance. C'est-à-dire que le système, en fait, une fois qu'on a fait confiance, il y a un report de confiance vers le système technique en général, vers le numérique, n'est-ce pas? Donc une fois que j'ai reporté ma confiance, et je ne peux pas faire autrement, puisque je suis obligé de passer par le numérique pour la moindre des opérations maintenant, et la moindre des relations sociales, etc. Et le confinement, en fait, a encore accéléré tout cela, puisque même on ne pouvait plus se parler que par visioconférence, etc. Le télétravail, tout ça, bon. Donc, il y a ce report de confiance sur le numérique, mais une fois qu'on a fait confiance au numérique, le numérique, lui, en fait, il sécurise votre rapport au monde. C'est-à-dire, vous voulez aller de A à B, le numérique s'en charge, il vous amène de A à B. Vous voulez retirer de l'argent, vous voulez faire une transaction, il le fait de la manière la plus sûre possible. C'est un monde de sécurité. De fiabilité. Mais un monde de sécurité n'est pas un monde de confiance. C'est ça. Ouais. Un monde de sécurité n'est pas un monde de confiance. C'est pour ça que je dis une baisse tendancielle du taux de confiance, parce qu'on n'a plus besoin d'avoir confiance avec tel et tel, ou avec le monde, ou avec tel ou tel élément du monde. On fait confiance au numérique en tant que tel, et puis lui se charge ensuite d'exécuter le désir et la volonté de manière sécurisée. Ouais. Donc on perd cette relation fiduciaire au monde, parce qu'on n'a plus une relation au monde, on a une relation à la technique, et on perd cette incertitude fondamentale qui traverse, qui structure notre relation au monde naturel, parce que, comme je l'ai dit, notre relation au monde elle est faite d'attentes de comportement, mais les attentes sont des attentes. Ça veut dire qu'elles peuvent toujours être déçues. Ouais. Voilà. Et avec le numérique, avec la prise en charge par le numérique, en fait, il y a de moins en moins de déceptions. Il peut y avoir des incidents techniques, mais c'est plus une déception. En fait, il faut à ce moment-là corriger techniquement. Donc, et donc, il y a cette espèce de prise en charge sécuritaire, sécurisée, si vous voulez, de l'exécution de notre désir et de notre volonté. Et donc, autrement dit, pour revenir à ce qu'on disait au début, le système numérique, en quelque sorte, renforce cette fausse représentation de l'individu comme étant souverain dans sa volonté et son désir, en quelque sorte, n'est-ce pas? Donc ça renforce cette conception nominaliste de l'individu. Oui. Et il le fait d'autant plus qu'il élimine la confiance. Pour l'individu nominaliste, souverain dans sa volonté, etc., toute cette représentation individualiste, faire confiance, c'est toujours un risque. C'est négatif. Parce que faire confiance, c'est le risque que mon désir et ma volonté ne soient pas réalisés. Puisque je dépends de quelqu'un d'autre. Si je dois vous faire confiance pour ceci ou pour cela, ben je dépends de votre volonté pour réaliser mon désir. L'individu nominaliste n'aime pas cela. Parce que lui, il est souverain dans sa volonté et donc il veut exécuter son but. Or, le système numérique, au fond, accomplit cette volonté de sécurité. C'est ce que j'appelle l'individualisme du cockpit, c'est-à-dire des individus qui, au fond, à travers les écrans et les données qu'ils reçoivent du monde, eh bien, gèrent leur relation au monde. Mais c'est par cockpit interposé, c'est plus une relation naturelle au monde. C'est l'individualisme du cockpit. Merci beaucoup pour d'avoir décrit avec précision donc, le début de ma question qui était en lien donc, avec le numérique, puisque effectivement il y a une baisse tendancielle de la confiance. Et donc j'en viens à la question finalement qui peut nous tarauder en tant que chrétiens ou en tant que croyants, c'est-à-dire que finalement ce monde sécuritaire, entre guillemets,
où on veut de plus en plus de sécurité, où il y a de plus en plus de médiation via la technique comme un outil fiable. Finalement, est-ce que notre confiance à l'égard dans l'Église, voire même notre foi, c'est un autre mot, même si la racine peut être la même selon certains linguistes, est-ce que cette foi, ou en tout cas cette confiance, caractéristique des croyants, peut être aussi abîmée en conséquence? Bon, d'abord, je distinguerai la confiance dans l'Église, qui est une institution, oui. De la foi, qui est autre chose, qui est indépendante en quelque sorte de l'institution. Donc la confiance dans l'Église, ça je mettrais ça un peu de côté, là elle est mise à mal là, ces temps. Bon, c'est un problème en soi, donc là il y a un problème de confiance institutionnelle effectivement. Vous voyez là aussi la perte de confiance vis-à-vis de l'Église qu'on constate maintenant avec toutes les affaires de pédophilie et tout ce qui ressort. Au fond c'est une perte de confiance institutionnelle. N'est-ce pas? Quand on a confiance dans une institution, ça veut dire qu'on a confiance que l'institution sera à la hauteur des attentes de comportement qu'elle suscite. Par exemple, si j'ai confiance dans la justice, on entend souvent cette phrase, n'est-ce pas? J'ai confiance dans la justice de mon pays. Quand on a confiance dans la justice, ça veut dire qu'on a confiance que l'institution, et donc les gens qui représentent cette institution, eh bien, sauront traiter un cas d'une manière équitable, en tenant compte de tous les arguments, etc. C'est ça, là, il y a une teneur normative, si vous voulez, de l'institution, par exemple juridique, qui dit que, effectivement, cette teneur normative, c'est que, voilà, elle traite tous les cas de manière égale, et sans a priori, etc. C'est ça qu'on attend. Bon, c'est ça, avoir confiance dans une institution, c'est avoir confiance dans les attentes de comportement qu'elle suscite. Voilà. Alors la perte de confiance qu'on a dans l'Église comme institution aujourd'hui, elle est liée au fait que voilà, l'Église, de fait, à travers divers représentants, n'a pas été à la hauteur, c'est le moins qu'on puisse dire, des attentes de comportement qu'on pouvait légitimement nourrir à l'égard de l'Église. Donc ça, c'est un problème institutionnel, je le mets de côté. En ce qui concerne la foi, c'est évidemment, si vous voulez, plus compliqué. Et moi, ce que j'aimerais dire, c'est que ce système numérique, vous voyez, où on constate une baisse tendancielle du taux de confiance, je viens de l'expliquer, mais aussi une baisse tendancielle du taux de rationalité, d'une certaine manière, parce que le système numérique fonctionne de manière libidinale, comme je dis. Libidinale, ça veut dire fonctionne sur le plaisir, sur la satisfaction, et en particulier sur la satisfaction immédiate, n'est-ce pas? Cliquer, ils veulent qu'on clique le plus vite possible dans le registre commercial. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on clique, etc. Donc il y a une baisse tendancielle du taux de rationalité. Mais il y a aussi une baisse que je n'ai pas évoquée dans mon livre, qui est une baisse tendancielle, je dirais, du taux de transcendance. Oui. Voilà. C'est-à-dire que ce système, et ça me semble un problème structurel vraiment majeur par rapport à votre question et par rapport à la foi d'une manière générale, mais plus généralement encore que la foi, dans le rapport à la transcendance. À travers la confiance, je voulais montrer que la confiance inscrivait dans chacune de nos petites actions, mais encore une fois, c'est se peigner, se brosser les dents, n'est-ce pas, un embryon de transcendance. Pourquoi? Parce que, en fait, ma volonté est liée à quelque chose qui est extérieur à ma volonté. C'est-à-dire aux attentes de comportement que je peux nourrir à l'égard de l'eau qui coule du robinet, n'est-ce pas, du verre. Je donne volonté des exemples triviaux, parce que même là, c'est une forme minimale, si vous voulez, de transcendance, au sens où ça dépasse ma volonté. C'est-à-dire que les attentes de comportement que je reçois du monde, n'est-ce pas, ces attentes ne dépendent pas de ma volonté. Ça veut dire que la volonté dépend de quelque chose qui ne dépend pas de la volonté. C'est ça l'idée antinominaliste, au fond, fondamentale, ou anti-individualisme nominaliste fondamental, n'est-ce pas? C'est que ma volonté dépend toujours de quelque chose qui, lui-même, ne dépend pas de ma volonté. Ce quelque chose, ce sont les attentes de comportement. Ces attentes de comportement sont donc une forme de transcendance par rapport à l'exercice de ma volonté. Une transcendance minime, si vous voulez, une transcendance, comme on dirait, intramondaine, n'est-ce pas? Parce que c'est la solidité du verre, hein? Mais voilà, la solidité du verre ne dépend pas de ma volonté.
C'est une condition, au contraire, pour que ma volonté puisse s'exercer. Bon, de proche en proche, on peut montrer, si vous voulez, que bon, il y a cette transcendance qui est de plus en plus, évidemment, comment dirais-je, importante, significative, grande, c'est plus la solidité du verbe, mais effectivement, dans un acte de confiance vis-à-vis de quelqu'un, je dépends de ce quelqu'un, là je dépends d'autrui, c'est une transcendance autrui. Hein, transcendance par rapport à moi, je ne suis pas égologiquement fermé sur moi-même, je suis renvoyé à autrui, même chose dans une institution, etc., etc. Alors évidemment, il y a cette transcendance suprême, si vous voulez, pour les croyants, qui est celle qui est incarnée, si vous voulez, par un être transcendant, justement, un Dieu qui transcende tout. Si vous voulez, personnellement, je ne suis pas croyant, mais je suis chrétien. Je dirais que je suis un philosophe de culture chrétienne. Je m'efforce, si vous voulez, d'être chrétien dans l'esprit. Mais donc, ce que je veux dire, c'est que je pense que vraiment que l'être humain, simplement de par son être au monde, est au fond traversé par une forme de transcendance. Okay. Voilà. Et ce que je crains, c'est que le numérique, au fond, érode ce sens de la transcendance. Parce qu'il donne, au fond, tellement de satisfaction, il fonctionne tellement bien qu'il crée des addictions, etc. Mais surtout, il fait ce qu'on lui demande. Il fait ce qu'on lui demande. J'ai besoin de ceci, grâce au numérique, ou la médiation numérique, je peux l'obtenir, etc. Donc ça marche très très bien. N'est-ce pas? Mais ce faisant, évidemment, ça nous rive au système de manière tout à fait spécifique, et ça brise ce sens de la transcendance, c'est-à-dire aussi cette volonté, ce que dans la tradition de l'école de Francfort on appelle la pensée négative, c'est-à-dire d'imaginer un autre monde possible. Oui. La contrefactualité. Ce que j'appelle la contrefactualité, exactement. J'appelle ça la contrefactualité, c'est-à-dire quelque chose d'autre que ce qui est au-delà de ce qui est. Moi, à travers la confiance, j'ai montré que cette contrefactualité, justement, elle était inscrite dans chacune de nos actions, parce que, encore une fois, il faut s'attendre à ce que les choses se comportent d'une certaine manière, et ça, c'est une espèce de sortie hors de soi, déjà, c'est une contrefactualité ou une transcendance minimale. Mais donc, voilà, c'est cette pensée négative, cette volonté de vouloir un monde autre, d'imaginer un autre monde, cette puissance de l'imagination, par exemple, n'est-ce pas, d'imaginer ce qui n'est pas, qui est érodé par le numérique. Parce qu'il nous donne tellement de satisfaction, au fond, pourquoi est-ce qu'on irait au-delà de ces satisfactions immédiates, parce que ces satisfactions immédiates sont plaisantes. Oui. Et c'est d'ailleurs ce que vous réunissez, il me semble, dans ce que vous appelez le principe de commodité, c'est-à-dire finalement tout ce qui est pratique, tout ce qui me sert, dans une sorte de rapport de plus en plus immédiat et de satisfaction immédiate du désir, finalement ça érode au final cette fameuse confiance dont il est question. Et alors peut-être pour terminer, une toute dernière question, une approche peut-être un peu morale, ou en tout cas donner votre avis après avoir écrit ce livre et aujourd'hui avec votre point de vue. Peut-être quel conseil donneriez-vous? Moi par exemple ici, comme vous le voyez sous les yeux, peut-être que vous ne le voyez pas ici, mais j'ai ma tablette, donc je suis assez bien branché aussi sur le plan numérique. Que faudrait-il que je fasse, ou que nous fassions, c'est-à-dire s'extraire, ou en tout cas renoncer au numérique pour préserver finalement cette confiance et cette relation aux autres, ou est-ce qu'on n'y échappe pas et qu'on est pris dans le piège voilà. Alors on n'y échappe pas, ça c'est sûr, mais il ne faut pas que ça soit un piège. Et donc là évidemment ça c'est alors un sujet différent qui mériterait un entretien à part entière. Que faire? En tout cas, ce qui est tout à fait, à mes yeux, inadmissible, et contre lequel il faut vraiment trouver les moyens de lutter, c'est le fait que le numérique, qui devient, encore une fois, médiation obligée au monde, donc qui a une importance capitale dans nos existences privées, sociales, professionnelles, sur toute la surface de notre existence, le numérique est là. Et donc c'est tout à fait inadmissible que ce numérique soit aux mains de 4 ou 5 grandes entreprises privées qui ne veulent pas notre bien. Donc ça,
l'actualité récente le montre avec Facebook, avec les documents que Frances Haugen a livrés de l'intérieur de chez Facebook. Donc ils sont non seulement conscients du mal qu'ils font, mais même quand ils auraient pu réparer le mal qu'ils faisaient ou corriger le mal qu'ils faisaient, ils n'ont pas choisi cette voie parce qu'elle n'était pas assez commerciale. Donc ce sont des gens dangereux. Moi je pense que Mark Zuckerberg est actuellement la personne la plus dangereuse du monde. Malgré sa tête d'adolescent boutonneux, enfin il n'est plus vraiment boutonneux, mais voilà, il a une tête comme ça très juvénile, c'est quelqu'un d'extraordinairement dangereux. Donc ce n'est pas quelqu'un qui cherche notre bien. J'aimerais bien qu'on le sache, que ça se sache. Lui, ce qu'il cherche, c'est des parts de marché. Ce qu'il fait maintenant avec cette nouvelle invention du métavers, ce qu'il appelle le métavers, donc contraction de méta, donc qui veut dire au-delà, et puis d'univers, donc un univers au-delà de l'univers. En fait, il veut ubériser en quelque sorte les smartphones et les ordinateurs et les tablettes. Il veut qu'on puisse s'en passer, parce que pour lui c'est un frein, n'est-ce pas? Mark Zuckerberg, c'est quelqu'un, c'est nos limites. Nos limites. Il veut faire tout ce qu'il est possible de faire pour lui et à son profit, au profit de sa boîte. Donc il veut ubériser en fait ces appareils parce qu'il veut s'en passer, donc il veut supprimer cette médiation encore nécessaire qu'est le téléphone portable en nous faisant porter des casques ou des lunettes directement qui nous plongeront dans un monde virtuel. Donc ça c'est encore une étape supplémentaire. Ce ne sera plus une médiation obligée par rapport au monde, mais c'est un monde en soi. C'est ça. Sans avoir à passer par les smartphones, parce que ce qui se passe, et ce qui déplaît à M. Zuckerberg, c'est qu'à travers nos ordinateurs, nos tablettes, nos téléphones portables, on peut quand même encore paramétrer notre accès à Facebook, etc., en disant je veux pas ça, je préfère ceci, je préfère cela. C'est donc des freins pour lui, de son point de vue, il veut abolir ces freins. Donc voilà, c'est quelqu'un d'extraordinairement dangereux. Il est extraordinairement dangereux que le numérique soit aux mains de ces entreprises privées. Alors il ne s'agit pas du tout de supprimer le numérique, encore une fois, mais de modifier en profondeur la manière dont le numérique fonctionne. Or, pour faire une chose pareille, il faut plusieurs choses, mais il en faut en tout cas deux. Il faut déjà que les gens soient conscients de ce problème. Et c'est une tâche très difficile, puisque le système leur apporte énormément de satisfaction. Donc c'est très difficile de leur faire prendre conscience que, attention, ce système ne vous veut pas du bien. Et que, donc il mérite d'être changé, d'être transformé. Donc c'est déjà une tâche politiquement très difficile, à cause du caractère libidinal, si vous voulez, du numérique. Comment expliquer à des gens qui ont tellement de satisfaction qu'en fait, il faut changer la manière dont fonctionne le système. Bref, première chose, il faut faire prendre conscience aux gens du problème lui-même, n'est-ce pas? En particulier les jeunes, et il faut que les parents éduquent leurs enfants dans ce sens, etc., etc. Donc là, il y a tout un kit, si vous voulez, de choses qu'il faut faire au niveau vraiment des utilisateurs, au niveau de l'usager final, comme ils disent, c'est-à-dire nous tous qui utilisons ces appareils, mais surtout, l'un n'ira pas sans l'autre. Il faut absolument imaginer une institution. Je suis un fervent partisan de créer une institution. Alors on peut l'appeler institution du numérique, moi je l'ai appelé dans certains de mes livres institution du commun, mais quelque chose qui en fait soit à la hauteur de ces immenses entreprises privées, donc des GAFA, qui soit à la hauteur pour pouvoir simplement réorienter ce système, pluraliser surtout ce système. Oui. Pluraliser ce système, parce que pour l'instant on suit massivement le modèle des GAFA puisqu'ils nous l'imposent de fait. Alors il y a toute une raison pour laquelle j'ai étudié ça dans un livre précédent qui s'appelait « La tyrannie des modes de vie ». Comment ça se fait que nous autres individus justement prétendus libres et libéraux, en fait on s'est laissé imposer massivement un mode de vie, ce que j'appelle un mode de vie hautement numérisé, qui dépend d'entreprises privées. Pourquoi ça gênait personne? Pourquoi ça gêne pas les individus comme vous et moi que, au fond, sur ce qui nous importe plus, sur ce qui nous est le plus proche de nous, notre vie quotidienne, on n'ait pas eu notre mot à dire sur cette technicisation, sur cette numérisation intégrale de notre mode de vie? Quels sont les mécanismes, c'est ça que j'étudiais, quels sont les mécanismes qui nous ont poussés à cela? Bref, il faut absolument imaginer vraiment une institution, une espèce d'ONU des technologies, peu importe, mais quelque chose qui pluralise notre rapport au numérique et qui en fasse ressortir d'autres potentialités qui sont immenses, que celles que nous imposent systématiquement les GAFA.
Tout grand merci, monsieur Hunyadi, pour cette conversation, cette explication de votre ouvrage que j'ai vraiment adoré. Je vous recommande vraiment de lire ce livre. Je le mettrai d'ailleurs en description. Un tout grand merci et à très bientôt. Merci à vous. Merci à vous.